J'ai besoin de vivre ce que je vis à travers les fibres de ma peau. Et moi, la foot, ça a toujours été passionnant. Gilles et moi, mon associé, qui en a tout créé, quand il allait en vacances, ma question, c'est de savoir ce qu'il avait mangé. Et je me retrouve avec Begelstein qui va naître et plus de revenus. Et je vois qu'il y a un truc à faire. Ma femme, elle voit l'huissier qui vient chercher la télé. On n'a plus de couverture sociale, on n'a plus d'assurance, j'emprunte où je peux, et au bout d'un moment, j'arrive plus. Et je leur dis, voilà, je suis à 8000 km de chez vous, je serai jamais un concurrent. Et ils m'ont dit d'aller me faire foutre. Et je me suis pris que des râteaux, sauf un mec à Brooklyn qui a dit, mais attendez, les bagels, c'est toute ma vie, je supporterai pas que quelqu'un les fasse mal à l'autre bout du monde. Tiens, mets ce tablier, je vais te montrer. Et j'ai ajusté pour avoir mes bagels. Et je rentre en France avec ma recette, tout content, et on fait nos premières études de marché, et les gens n'aiment pas du tout. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric de Sarthe, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute. Mon invité du jour est Thierry Weil, cofondateur et CEO de Begelstein. Thierry n'a pas seulement créé une chaîne de restauration from scratch, mais aussi et surtout une marque reconnaissable entre toutes. Un entrepreneur qui a mis de l'humour, du culot et un vrai sens de la provoque là où on ne l'attendait pas. Son enseigne est devenue incontournable en France. Elle se développe en Europe et tout récemment en Inde. Alors, pour toutes celles et ceux qui pensent qu'un bagel, ça n'est qu'un pain rond avec un trou, attendez de découvrir le parcours et la vision de Thierry. On va parler de ses choix, de ses expériences et de ses paris, de la construction de cette identité unique et de ce que ça implique aujourd'hui de diriger une marque aussi exposée en pleine expansion. C'est parti! Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, avant toute chose, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Première question, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Je serais déçu qu'on ne le fasse pas. Merci de nous accueillir. Et je suis pas chez moi, je suis chez ma fille. Il faut faire attention. Oups. Merci mademoiselle de nous accueillir chez vous. Thierry, deuxième question. Est-ce que tu peux nous partager ton état civil ? Je m'appelle Thierry Weil. Je suis né le 10 mars 66. Je sais pas quand ce sera diffusé, mais c'est une date clé qui se rapproche. J'habite à Strasbourg. Je suis marié avec mon épouse depuis bientôt 34 ans. Et j'ai 3 merveilleux enfants, dont la cadette qui nous accueille aujourd'hui, et un aîné, Benjamin, Lara et Nola. Et j'ai l'immense bonheur d'avoir un petit-fils. Félicitations. Oh, j'ai pas bossé beaucoup, hein. Le travail amont sur les 30 années, on pourra en parler. Thierry, est-ce que tu peux me partager ton souvenir d'enfance le plus lointain ? Mon souvenir d'enfance le plus lointain, je suis dans le couloir de l'appartement avec mes parents et ma petite sœur à Strasbourg, et j'ai un cheval à bascule, et j'ai un déguisement de cow-boy, et je suis sur ce cheval à bascule. C'est très waouh ce que tu viens de faire là, parce que c'est une Madeleine de Proust psychiatrique. Je viens de repartir 57 ans en arrière. T'es la version moderne de Citizen Kane avec Rosebud, quoi. Ouais. Et j'ai retrouvé ce... Non. Il est là, justement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton enfance ? J'ai une enfance super heureuse dans une ville comme Strasbourg, qui est une ville facile à vivre. Moi, je vis dans une famille de 4 avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. J'ai un père pharmacien, j'ai une mère psychologue. Je suis fan de foot, avec des copains dans la rue autour de moi. C'est une ville où tout se fait très facilement. On va les uns chez les autres très aisément. Et quand t'es petit, tu grandis très vite avec un groupe de potes. Tu vas faire du vélo dans les parcs. Donc super enfance. L'adolescence commence la musique, où je joue de la guitare. Je joue très vite dans des groupes. Donc j'apprends vite à me produire sur scène, donc j'ai pas la peur de parler en public, j'ai pas la peur d'affronter une foule. Je fais des concerts, je me souviens de la première fête de la musique en 1982, j'ai 16 ans. Ça n'existe pas le concept, il vient d'être inventé par Jack Lang, et avec mon groupe, on a
pas le permis, donc on prend un taxi pour emmener la batterie, les amplis. On arrive sur la place à Strasbourg, les gens se demandent ce qui se passe puisque ça n'existait pas. J'avais un t-shirt des Clash, il y a des enfants qui disent « Regardez, il y a les Clash qui jouent là !» C'était extrêmement drôle et c'est mes premiers souvenirs de concert et il y en a eu beaucoup, beaucoup après. Donc, une enfance très sympa avec des vrais potes qui sont encore des potes aujourd'hui, très chouette. Ah ouais. Et donc, tu te dis, quand t'es ado, là, tu te dis, bon, je vais faire de la musique ma vie, ma passion. Non, j'ai vite compris que j'étais plutôt pas mauvais, mais pas suffisamment pour en faire ma vie et ma passion. Puis j'avais d'autres ambitions. Alors ça, c'est assez particulier, les ambitions, puisque j'avais pour ambition de faire prépa HEC. D'accord. Parce que je trouvais qu'il y avait une dimension assez large et un spectre de matières qui m'intéressait bien. J'ai toujours été bon en anglais, en histoire, pas trop mauvais en maths. Je voulais faire prépa HEC. Mon problème, c'est que, et c'est très intéressant comme analyse, mon objectif, c'était prépa HEC. C'était pas HEC. Donc, mon objectif a été atteint à partir du moment où je suis rentré en prépa. Et après, voilà, j'étais plus cool. Alors que c'était là qu'il fallait justement produire. Ouais. Donc, en plus, j'avais une petite amie qui était en maths sup. Et donc, je me souviens que les profs en prépa m'ont demandé de choisir entre le sexe et les études parce qu'ils me voyaient avec ma petite copine. Et il se trouve qu'elle a eu Polytechnique. Elle est partie à Paris. Et donc, moi, j'ai pris la première école qui me permettait d'aller à Paris. T'avais choisi entre les deux. Voilà, j'avais choisi. Alors, elle a choisi très vite puisqu'on est arrivé à Paris et puis elle m'a largué. Et moins drôle. Moins drôle. Et bon, il y a prescription. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études dans une petite école de commerce à Paris. Qu'est-ce que t'as fait comme école ? J'ai fait une école qui s'appelle l'ICS, Institut Commercial Supérieur. Ok. T'étais dans quel arrondissement ? Qu'est-ce qui était alors, moi, j'habitais dans le 13e. Mm-hmm. Et l'école était Place de la République et c'était une école très orientée métier de la finance et de la comptabilité. Très vite, j'étais un espèce d'ovni au sein de l'école où c'était très processé orthodoxe et moi j'avais une vision plus marketing, business, communication. Donc j'avais un autre prisme que la plupart des étudiants, ce qui m'a permis de faire plein d'autres choses. Mais néanmoins, j'avais à ce moment-là, à la sortie de l'école, j'avais une ambition, c'était de réaliser un rêve qui était absolument pas glamour. Je voulais travailler dans l'audit financier. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'était, en tout cas la vision que j'en avais, c'était de travailler toutes les semaines dans un autre secteur d'activité, avec des clones de moi, donc on sort pas trop de sa zone de confort, c'est plutôt rassurant, avec une méthodologie très organisée et structurée. Et puis, si possible, dans un cabinet anglo-saxon, parce que ça me permettait soit de voyager, soit au moins de pratiquer l'anglais et de continuer à le pratiquer. Et j'ai postulé à l'époque, aujourd'hui ils sont beaucoup moins, tous ces cabinets, à l'époque il y en avait 8, donc j'ai postulé partout, et je me suis pris vent sur vent, sauf un, Pricewaterhouse, qui, dans le bureau de Strasbourg, m'a accueilli sous réserve que je touche la moitié du salaire des autres, puisque moi j'avais fait une école de merde, là où tous les autres avaient fait des parisiennes. Mais c'était présenté comme ça. Ça a été présenté comme ça. J'aurais pu refuser, okay. Mais un rêve, ça n'a pas de prix. Et donc, j'ai accepté le challenge et j'ai passé 10 ans chez Pricewaterhouse où j'ai vécu des choses incroyables. J'ai rattrapé mon gap de salaire progressivement. T'as fallu combien de temps pour rattraper le gap ? Assez vite. Vite. C'est ce que je me disais. Et ouais, j'ai créé le bureau Pricewaterhouse à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. J'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé à Palo Alto au moment où il y a un truc tout nouveau qui venait d'arriver qui s'appelait Internet. J'ai vécu des belles choses et j'ai réalisé mon rêve pendant 10 ans. Tu as fait le Yes Man pour PwC. Exactement. Alors à l'époque, il n'y avait pas de C. C'était PW et il y avait Coopers & Lybrand qui était avant qu'ils fusionnent. C'était un concurrent finalement. Ouais. D'accord. Donc tu es chez Price. Ouais. Ça s'appelait déjà Price. Ouais. Tu fais de l'audit, tu vis ton rêve. Pendant les 10 ans, tu gardes la même énergie, la même motivation. Je fais des trucs de dingue. Je suis un ovni aussi au sein de Price. Pourquoi ? Parce que quand on rentre chez Price, à ce moment-là, en France, il y a un séminaire d'intégration qui est les 2 premières semaines d'octobre où les 120 nouveaux arrivants passent dans une moulinette Price pour se mettre à jour des process et former la formation initiale. C'est un séminaire qui a lieu à Vittel, au Club Med, qui est privatisé pour l'occasion. Et moi, j'ai 2 ans d'expérience, je suis au bureau de Strasbourg et il se trouve que
prodiguer les cours à Vittel et la chasse gardée des associés de Price, parce qu'il y a 2 Golf 18 trous, c'est très sympa. Sauf que la veille, il y a un associé qui peut pas, et le service formation de Price va appeler le bureau de Strasbourg, puisqu'on n'était pas trop loin géographiquement, en disant « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir demain pour enseigner à Vittel ?» Bah ouais. Et moi, je vais du coup débarquer à Vittel, où je suis le seul junior des enseignants, où j'ai 2 ans de plus que ceux qui sont formés, et où j'ai toute l'empathie nécessaire, là où les associés n'en ont pas du tout. Et en fait, les élèves notaient les profs, et je me retrouve avec des notes stratosphériques. Et là, le bureau de la formation à Paris m'appelle en disant « Vous êtes qui ? On veut vous rencontrer. » Et je vais du coup intégrer la formation à Paris. Je vais avoir un emploi du temps partagé entre de l'audit pur et de la formation. Je vais être repéré par la cellule formation de Londres pour Price Europe. Donc, je vais travailler pour Price Europe. Et un jour, chez Price, il y a un énorme projet qui est de dire on veut arrêter d'avoir tout sur des dossiers en papier et on veut numériser. On est en 96-97. Précurseur. On veut tout numériser, mais il nous faut un outil qui soit standard pour les 50 000 salariés du monde entier, avec les réglementations propres à chaque pays. Donc, on va construire un outil. Il y a un centre de recherche à Palo Alto de Pricewaterhouse, mais on ne veut pas que les Américains, pour les guéguerres internes, pilotent tout. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partir demain matin ? Voilà. Et donc, je vais partir développer cet outil pendant presque un an à Palo Alto. T'étais marié déjà à l'époque ? J'étais marié et à ce moment-là, j'avais mon fils déjà, qui était tout petit. Donc, j'ai fait plein de choses différentes et qui ont des impacts aujourd'hui sur ma vie entrepreneuriale. C'est rebondir sur des opportunités aussi. Donc, t'appelles ton épouse en lui disant ça te dit, on va à Palo Alto. Alors, elle a été incroyable, mon épouse, parce qu'elle avait déjà été avant bien secouée, puisque après 6 mois chez Price à Strasbourg, on m'a demandé si je voulais aller à Nouméa. Et je dis, je ne sais même pas où c'est. Ben, c'est à 26 heures d'avion. OK. Et c'est quand ? C'est demain. OK. Et c'est pour combien de temps ? Entre 2 semaines et 2 ans. Okay. Mais si tu veux pas, on comprend. Non, j'y vais. Allô, tu vas rire, je pars demain à l'autre bout du monde. Et en fait, 1 mois après, elle m'a rejoint. Ouais. Bravo. C'est génial. Ils t'ont proposé d'être associé ? Non. Et alors, ils m'ont jamais proposé d'être associé, c'est aussi pour ça que je suis parti, pour la bonne et simple raison que je ne faisais que des heures non facturables à des clients. Donc, j'étais qu'une charge qui ne générait pas de recettes. T'es un centre de coût. Ouais. Et au bout d'un moment, ils n'aiment pas. Alors, je l'avais accepté aussi parce que ça me permettait de faire des choses intéressantes, mais je savais que je ne pourrais pas devenir associé. Donc, je suis allé au plus haut grade avant associé. Et alors, au bout de 10 ans, tu dis, bon, c'est bon, j'ai fait le tour, ouais. Ils n'ont plus rien à me proposer. Ouais. Comment ça se passe ? Il me faut un deuxième rêve. Ouais. Et j'ai un rêve qui est de travailler dans le foot, parce que je suis passionné de foot. Quelle équipe ? Racing Club de Strasbourg. D'accord. Et RCS, c'est ça ? RCS, absolument. Et le RCS, à ce moment-là, est propriété de la ville de Strasbourg et est revendu à une grosse société de marketing sportif américain qui s'appelle IMG McCormack, qui est audité par Pricewaterhouse. Et c'est comme ça que le lien va se faire. Et en fait, je vais revenir à Strasbourg pour devenir directeur général chargé des affaires non sportives de mon club de cœur. Comment tu fais ? Parce que le sentiment, tu vois, ça fait 15 minutes qu'on discute. Tu lâches jamais rien. Ah ben non. C'est, je veux dire, on a une obligation dans notre vie, c'est de réaliser nos rêves. Ouais. Donc là, j'ai une opportunité comme ça. J'ai passé 9 entretiens à Paris, à Londres, à Cleveland, qu'on n'attendait pas. Et je vais arriver un jour au club pour mon premier jour de travail et je me pince. On me dit, c'est pas possible. Et on me présente les gens avec qui je vais bosser, que j'avais en poster dans ma chambre quelques années auparavant. C'est juste lunaire. Et je vais vivre une aventure qui reflètera plus, a posteriori, je le vois, les amplitudes de l'entrepreneuriat. Elle a été extraordinairement abominable. Dans quoi ? Dans les inconnus, dans la résilience ? Dans le non-formatage. Moi, je viens de l'orthodoxie financière de Price, puis c'est mon mindset quand même, bien que j'ai un grain de folie. Et puis là, je me retrouve avec
un monde dans lequel il y a beaucoup d'argent, pas assez de neurones, Mmh. et des conflits d'intérêts monumentaux, De et l'ego, ça a été génial et compliqué. ouais. Donc tu as appris à autant chez Price, comme tu dis, c'était plutôt formaté. Là, tu as plutôt appris à gérer l'ego et les humains, Ouais. avec toute leur amplitude. Absolument. Et puis, un joueur de foot qui a un actif, a un bilan, eh ben, il a une personnalité, il a été déraciné de son milieu familial très tôt. Il y a le talent du joueur, mais après, il y a la structure de l'homme, et c'est très compliqué à gérer. Et puis, on l'oublie parfois, mais dans un vestiaire, vous avez des écarts salariaux, mais Mmh. immenses pour des gens qui font le même métier et qui sont à l'entraînement et au match les mêmes jours et qui ont les mêmes horaires de travail. C'est compliqué. Ouais, donc il y a tout ça à gérer en permanence, plus derrière toute l'organisation, Absolument. la partie, c'est les kinés et tout ça, enfin, tu as Les tout. kinés, les lingères, les déplacements, les associations de supporters, il y a beaucoup de choses. Tu fais ça pour combien de temps? Je vais faire ça pendant 3 ans. D'accord, et au bout de 3 ans, là, Au bout de 3 ans, on m'a demandé de faire des choses que je ne pouvais pas cautionner avec mes valeurs, et si tu me fais boire beaucoup de bière, je te raconterai. Et donc je suis parti, et j'ai voulu, mon rêve suivant était plus entrepreneurial, mais je l'ai fait, je l'ai pas osé franchir le pas comme je l'ai fait plus tard. Et en fait, je me suis associé à des amis à moi qui avaient une super boîte qui était pas du tout glamour sur le papier, mais qui était une belle boîte, qui vendait des radiateurs électriques au domicile en particulier. d'accord. Donc là, tu quittes le B2B, tu vas sur Ah, du B2C, exactement. c'est limite du porte-à-porte, quoi. Ouais. Avec des coupons dans les magazines télé. Maintenant, il n'y a plus de magazines télé, mais à l'époque, il y avait des magazines télé où les gens qui avaient besoin d'un radiateur renvoyaient et nous, on envoyait des agents commerciaux à ceux qui étaient intéressés. Et ça a été une belle expérience pendant 9 ans avec des potes à moi. Et je me suis endetté pour pouvoir racheter des parts et rentrer au capital. Et l'aventure capitalistique a été assez compliquée, parce que j'avais fait un emprunt in fine où en fait je payais les intérêts Mmh. avec les dividendes, et que j'espérais qu'un jour on serait soit introduit en bourse, soit qu'il y ait une levée de fonds, soit qu'il y ait des rachats pour payer le nominal à la fin de l'emprunt. Sauf que la boîte, elle a commencé à avoir des difficultés parce que est arrivé Internet, Ah oui. et que les ventes de radiateurs au porte-à-porte, eh ben, se compliquaient nettement. Et moi, j'avais mon emprunt qui allait arriver, et ça a été très compliqué mais j'ai réussi à sortir indemne, mais au prix de nombreuses nuits blanches. Et ça a été mon premier contact avec les affres de l'entrepreneuriat, puisque j'avais cet emprunt. Après, il a fallu trouver une autre aventure. Mmh. Et là, je me suis associé avec mon beau-frère, Gilles Abécassis, le mari de ma sœur, et on a créé tous les deux un concept de restauration autour du sushi. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement éculé, mais on est en 2004. Ouais. Il y a 10 restaurants de sushi en France, ça n'existe pas. Et on va poser les jalons de ce qui sera plus tard Begelstein, puisqu'on vient d'un monde où il n'y a pas de paradigme. Ni Gilles ni moi ne venons du monde de la restauration, on n'a pas d'œillère, et on va le faire à notre sauce et avec ce qui nous anime. Et donc on va créer un restaurant avec un tapis roulant à la Matsuri, Mmh. petit coup de pub pour Matsuri, et sauf que on déteste les desserts japonais à base de pâte de haricots rouges. Ah ouais. Pour moi, c'est fait pour construire des murs avec des briques, mais pas pour mettre dans le ventre. Et donc, on va partir sur un tapis roulant sur lequel il va y avoir des sushis saumon, des yakitori de poulet, des macarons framboise basilic, des millefeuilles pralinés, du poulet caramélisé au coca, des Saint-Jacques sautés au popcorn. Ça part dans tous les sens. C'est de la fusion food avec une base japonaise. Et ça va cartonner. C'est incroyable. Et on va se dire, bon, bah, on va dupliquer ça. Et on C'était a... où? C'était à Strasbourg. C'était à Strasbourg, Ouais, OK. c'était déjà à Strasbourg. Et on était sur le point de signer un deuxième local à Lille, et puis on est revenu en arrière parce qu'on dépendait trop des sushi chefs qui, à l'époque, ne se trouvaient pas. Et on s'est dit, non, c'est pas ça qu'on va dupliquer. On va recréer un autre concept autour de 2 piliers, qui est un, on veut fabriquer tout nous-mêmes dans une cuisine centrale pour
pour ne pas avoir De dépendance. de dépendance dans les points de vente, exactement. Garantir la fraîcheur, garantir tout ça. Exactement. Et on veut un état d'esprit déglingué, Ok. avec borderline, de petits cons. Et ça va être les deux piliers qui vont construire Begelstein. Et alors, si on fait un tout petit step en arrière, comment s'appelait le restaurant sushi? Mouzé, M-O-O-Z-E. Mouzé. Ouais. Fallait mouser déjà à l'époque. Ouais, joli. Enfin, ni toi ni ton beau-frère étiez de la food. Non. Tu l'as dit. Toi, tu viens du milieu sportif. Ouais. Avant ça, tu avais eu une expérience entrepreneuriale qui t'avait mis quasiment au tapis. Ouais. T'as 3 enfants. Ouais. J'ai une expression qui me vient dans la tête là, qui est WTF, mais je vais pas le dire. C'est cohérent dans le sens où on se dit, bon, tu accumules ton savoir-faire financier, ton savoir-faire entrepreneurial, ton savoir-faire commercial, relationnel, marketing, le marketing d'influence aussi avec les sportifs. Mais par contre, pourquoi la food? T'aurais pu lancer une agence de com, t'aurais pu... J'ai besoin de vivre ce que je vis à travers les fibres de ma peau. Et moi, la food, ça a toujours été passionnant. Gilles et moi, mon associé, avec qui on a tout créé, quand il allait en vacances, ma question, c'est de savoir ce qu'il avait mangé. D'accord. Et réciproquement, l'organisation d'un restaurant, et encore aujourd'hui, j'ai rarement plus de kiff. Non, j'exagère. Mais c'est un énorme kiff que d'aller découvrir des cuisines, d'aller dans des restaurants, des très bons étoilés ou des choses plus simples. Mais j'ai un vrai kiff pour la bouffe. Et me dire que, ok, je vais travailler 25 heures par jour, ça me fait pas peur, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui m'anime. Donc ça veut dire que tu vas à l'étranger, tu vas tester la nourriture, tu vas tout goûter, tu vas au Vietnam, tu manges sur le truc en plastique dans la rue. Ok. T'as besoin de sentir la vie dans la... J'ai besoin de découvrir, de comprendre. Ouais. Okay. Donc c'est comme ça que la food va venir. Après, ça n'a pas été simple. Et moi, j'ai vécu l'entrepreneuriat par le sale bout de la lorgnette. Parce que au bout d'un moment, j'accumule des droits au chômage, mais ça va un temps. Et je me retrouve avec Begelstein qui va naître et plus de revenus. Et encore une fois, ma femme a été exceptionnelle parce que moi, j'avais Begelstein démarre et moi, j'ai la vision de ce que ça va être. Et je vois qu'il y a un truc à faire. Ma femme, elle voit l'huissier qui vient chercher la télé. On n'a plus de couverture sociale, on n'a plus d'assurance. Moi, j'emprunte où je peux et au bout d'un moment, j'arrive plus. Donc, j'ai servi de cobaye à l'industrie pharmaceutique pour gagner de l'argent. Ceci explique peut-être cela. Et ça a été très compliqué, mais j'avais la vision de ce que ça pouvait devenir. Et j'aurais eu des regrets toute ma vie de ne pas être allé au bout de l'histoire. J'aurais pu retrouver un job, mais... Et... T'avais pas l'envie. Je voulais aller au bout de... T'avais ta vision. Ouais. Et c'était plus un rêve, finalement. C'était une vision. Ouais, c'était vraiment une vision. Ok. T'as quel âge quand vous lancez Begelstein? 44. Ouais, donc c'était le summum de la charge mentale, familiale, financière. Ok, bon. Et donc là, vous lancez votre première boutique à Strasbourg. Ouais, c'est très drôle. On lance notre première boutique dans un emplacement qui n'a rien de sympathique. C'est un emplacement lambda, c'est pas du tout un 1++. Et avec, par contre, extrêmement marketé. C'est-à-dire qu'il y a du Begelstein sur les casquettes, sur les stylos, sur les serviettes, sur le PQ, sur les murs. Et les gens rentrent là-dedans et ils disent « Ah ouais, Begelstein, je connais bien. Chaque fois que je vais à New York, je vais au Begelstein de New York. C'est une grande chaîne, il y en a partout. » Et nous, on fait « Ouais. » Et non, c'est incroyable. Et vous connaissez celui de Montréal? Il est chouette, hein? Ah oui. J'étais à celui de Montréal aussi. Et donc... on va démarrer ça. Non, juste par aparté, parce que oui, il y a les bagels de New York qui sont très connus, mais il n'y a pas de chaîne à New York de bagels. Non. Alors, maintenant, il y en a un peu. À l'époque, il y a Tal Bagel, il y a H&H. Et justement, avant d'ouvrir le premier Begelstein, on va décider de le faire. Et je vais travailler avec un boulanger qui est au chômage et à qui je dis vous êtes au chômage, vous vous ennuyez. On va monter une recette de bagel. Si jamais ça marche et que j'arrive à ouvrir la boîte, je vous embauche et vous devenez le boulanger. Et c'est une très belle histoire parce que, petit clin d'œil à Pascal Darche, qui nous a rejoint, qui a créé toutes les recettes avec nous et dont la fille nous a rejoint par la suite.
puis a travaillé chez nous, puis est devenu franchisé, puis maintenant a 2 restaurants sous franchise à Metz. Donc il y a une vraie histoire. Mais bon, avec notre boulanger, on va travailler sur les recettes pendant plusieurs mois. Et à la fin, je suis pas satisfait. Il me manque une dimension. Et je vais prendre les bagels, je vais aller à New York et je vais taper à la porte des fabricants de bagels où il y a effectivement c'est des individus, il y a pas de chaîne. Et je leur dis, voilà, je suis à 8000 km de chez vous, je serai jamais un concurrent. Aidez-moi, je regardais, c'est pas top. Et ils m'ont dit WTF. Et ils m'ont dit d'aller me faire foutre. Et je me suis pris que des râteaux, sauf un mec à Brooklyn qui a dit, mais attendez, les bagels, c'est toute ma vie, je supporterai pas que quelqu'un les fasse mal à l'autre bout du monde. Tiens, mes tabliers, je vais te montrer. Wow. Et avec lui, j'ai changé les curseurs, on a travaillé sur... Enfin, j'ai compris ce qui n'allait pas avec la température de l'eau, la température de pouce, et j'ai ajusté pour avoir mes bagels. Et je rentre en France avec ma recette, tout content, et on fait nos premières études de marché, et les gens n'aiment pas du tout. Le bagel new-yorkais ne plaît pas. Trop lourd, trop dense, trop... Il faut mâcher, impossible de le manger non toasté. Et donc, je prends ma recette que j'étais tellement content d'avoir et je vais pas dire dégrader, mais je vais l'adapter à un palais français, plus adapté à la légèreté d'une baguette qu'à quelque chose d'aussi mastoc qu'un bagel new-yorkais. Ah ouais. Et on va démarrer en janvier 2011 l'aventure Begelstein avec cette recette-là. C'est magnifique. Quand vous démarrez l'aventure Begelstein, le logo, c'est déjà celui qu'on connaît. Ouais, il n'a pas bougé. Vous êtes passé par une agence de marketing Non, on passe rarement par des agences. Non, Gilles et moi, on fait beaucoup de choses tous les deux. Photoshop et papier crayon. Ouais. D'accord. Et vous êtes dit, on va faire une enseigne à l'américaine. Alors, on voulait des produits à connotation américaine puisque le bagel a cette connotation, alors qu'il vient pas de là, il vient de l'Europe de l'Est. Mais c'est bien de le préciser, ça vient d'où exactement ? Alors, il y a différentes légendes urbaines. Il y en a qui disent que ça vient de Hongrie et que c'est le boulanger de la cour du roi de Hongrie qui a voulu lui rendre hommage en faisant une forme d'étrier avec un pain et un trou au milieu. On ne saura jamais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas né à New York. Ça a été emmené dans les bagages à New York. Dans le Mayflower. Ouais, on va dire ça. Et donc, on va créer cette chaîne. Mais à l'époque, on ne voulait pas que ce soit américain. Il n'y a aucune référence à New York. Il n'y a pas une statue de la liberté, il n'y a pas un taxi jaune, il n'y a pas d'Empire State. Il y a, par contre, un arbre généalogique de la famille Begelstein, supposément inventeur du bagel, avec l'ancêtre Begelstein et chaque fois une petite phrase... obsédé par le sexe, il invente le bagel pour la référence au trou. Puis après, leur enfant va se marier avec Jean-François McDonald, qui va se marier avec la fille Subway. Et puis voilà, on est parti dans des délires. Donc il y a la carte proposée des choses américaines, mais il n'y a jamais eu de référence américaine dans notre état d'esprit. Et donc c'était vraiment une identité, un différenciant fort, unique. Et finalement difficilement copiable. Ouais, avec un parti pris qui a été pas toujours facile à assumer, qui est que on a un ton impertinent, vraiment borderline. On a fait des campagnes de com qui nous ont valu certains ennuis d'ailleurs, hein, mais qu'on a assumé. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais ça fait partie de notre ADN et ça fait aussi qu'on fédère et qu'on crée une communauté autour de la marque. Et donc 2011, janvier 2011, c'est ça ? Ouais. La première boutique se lance. Bon, là, vous avez joué all-in. Donc, comment ça se passe ? Il y a la queue, les gens. Ouais, il y a du monde. Donc, les gens se disent, tiens, il y a un truc américain qui arrive à Strasbourg. Il y a un truc marrant, là. Il y a un ovni qui débarque. C'est pas Paris, c'est pas Lille, c'est chez nous à Strasbourg. T'as la presse, j'ai la presse, j'ai les radios, il y a un petit buzz à Strasbourg. Bon, puis en plus, je connais pas mal de monde, donc j'entretiens ça. Donc il se passe quelque chose. On ouvre en janvier. En mai 2011, on va ouvrir le deuxième. Tout de suite après. Ok. Vous aviez déjà anticipé ? C'était prévu. En fait, c'est pire que ça si je le détaille. C'est que le Begelstein numéro 2 devait être le numéro 1. C'était un local qu'on avait pris en face d'un collège avant de savoir ce qu'on allait faire dedans. On s'était dit, les sushis,
on va pas le développer. Viens, on crée un concept. Tiens, on commence par prendre ce local en face du collège et on verra ce qu'on y fera. On a payé des loyers à vide pendant des mois en se disant, est-ce qu'on fait des bobounes? Est-ce qu'on fait de la fast-food italienne? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et puis, on s'est dit, viens, on fait un truc où on peut récompenser les collégiens qui sèchent. S'ils sèchent, ils ont le café offert. Première étape de l'esprit de petit con. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, au bout d'un moment, on s'est dit, il faut quand même essayer de gagner de l'argent. Et on a décidé qu'on fabriquerait nous-mêmes nos bagels, nos cookies, nos cheesecakes, sauf qu'il n'y avait pas d'extraction. Donc, on a payé des mois de loyer à vide dans ce local, mais on a dû en prendre un autre dans lequel il y avait une possibilité de cuire. Ouais. Et ce qui fait que le local initialement numéro 1 a été le numéro 2. Et ça a été une catastrophe. C'est parce qu'ouvrir en face d'un collège, c'est une fausse bonne idée. C'est-à-dire que le collège, il est fermé 4 mois et demi par an. Ah ouais. Donc, on n'a pas très envie... Non, on perd du chiffre d'affaires. Quand on est non collégien, on va difficilement dans un endroit où il n'y a que des collégiens hurleurs. C'est-à-dire, tu ne vas pas aller prendre un café entouré de collégiens. Les collégiens, ils viennent à 20. Il y en a 19 qui consomment rien et un qui bouffe. Et puis, il y avait une vitrine de self-service boisson à l'entrée. Et en fait, ils me volaient tout ce qu'ils pouvaient. À tel point que j'ai mis une caméra sur la vitrine et l'écran au-dessus de la vitrine avec un panneau, pas la peine de voler, vous êtes filmé. Et ils m'ont volé l'écran. Ça a été une boucherie. Et donc, cet établissement numéro 2 nous a permis de comprendre qu'il fallait pas ouvrir... C'est une bonne leçon. C'est une très bonne leçon pour tout le monde, même pour tous ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Waouh. Et on a ouvert le numéro 3 en octobre 2011. Donc, la première année, on en ouvre 3. Et là, par contre, l'octobre 2011, c'est un emplacement 1+. Et ça va déclencher quelque chose qui est que Strasbourg, ville parlementaire européenne, je me retrouve avec des gens qui viennent et qui disent « Mais c'est quoi cet ovni ?» Moi, je vais ouvrir la même chose à Lisbonne, à Rome, à Berlin, à Dublin. Non, c'est pas répondre à ça, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et on se dit, voilà, on n'a pas de cash. Si on a une bonne idée et qu'on veut qu'elle se développe et on est primo-accédant, le marché du bagel n'existe pas à ce moment-là. Ouais. Il faut qu'on fasse financer notre croissance par un réseau de franchise. Et donc, c'est là où on va décider de se lancer dans la franchise. D'accord. Et tu as trouvé un fonds, un réseau dédié Non, je me suis renseigné un peu. Ouais. Il y a quelques avocats qui sont les spécialistes, des avocats parisiens, et donc je les ai rencontrés. Il y en a un que j'ai choisi, à qui j'ai acheté un peu de son temps en lui disant on va s'informer dans une pièce, vous allez tout m'expliquer, et on a monté le concept de franchise comme ça. Et va arriver en 2012 différents événements qui vont être game changer, dont la participation au salon de la franchise. Ouais, porte-maillot. Porte de Versailles. Porte de Versailles. Gros salon, sauf qu'on n'a pas un rond, donc on a l'emplacement, et après on n'a pas de quoi le décorer. Donc c'est marqué Bagelstein, il y a une photo de bagel, une photo de cookie, une table et 2 chaises. Et à côté, il y a Jeff de Bruges qui a des majorettes, 5 à sec qui fait des feux d'artifice, et les autres qui offrent à bouffer à tout va. Et les gens viennent, ils disent Bagelstein. Ah, c'est bizarre ça, vous faites quoi? Eh ben, on fait des cookies, des cheesecakes, des bagels. Ah, on peut goûter? Non. On sait que vous venez bouffer gratos ici, donc allez commencer par manger ailleurs, puis quand vous avez plus faim, vous revenez. Et ils revenaient et ils nous disaient bon, alors comment ça marche? Si vous voulez voir comment ça marche, il faut venir à Strasbourg. Et les gens sont venus. Et je me retrouve les semaines après avec des gens qui arrivent en disant ben voilà, on est venu en camping-car avec maman, on veut ouvrir à Brest, on veut ouvrir à Toulouse, on veut ouvrir à Clermont-Ferrand. Et on se dit comment on va faire. Et on va à ce moment-là décider d'ouvrir notre premier franchisé à Paris. Et il y a un franchisé qui va miser sur nous, c'est notre premier franchisé. On n'a même pas un bilan encore. Et il va signer un gros local, rue des Pyramides, et il va devenir notre premier franchisé. Il va mettre beaucoup d'argent pour son local, pas pour moi, hein, c'est pour le bailleur. Parce qu'il doit aussi fabriquer. Il doit faire. Alors, justement, toute la question, c'est qu'est-ce qu'il vend comme bagel? Ouais. Et nous, on prend le pari de dire on va faire un centre de production à Paris, puisque aujourd'hui on a un franchisé, mais on espère en avoir d'autres demain.
Et Gilles, mon associé, qui est ultra démerdard, va se débrouiller pour récupérer une boulangerie en liquidation. Et on doit récupérer les clés le 28 septembre et ouvrir le 4 octobre notre premier franchisé. T'as une semaine. J'ai une semaine. Week-end inclus. Je vais le 28 septembre chez le liquidateur de la boulangerie pour dire je viens de récupérer les clés. Et là, il me dit ouais, on a juste un problème, c'est qu'il y a eu un décalage administratif, donc revenez début décembre. Ah mais non, possible. J'ai mon premier franchisé qui ouvre, il nous fait confiance, il doit commencer à rembourser ses prêts, c'est pas possible. On fait quoi? Il me dit, on fait rien, c'est votre problème, c'est pas le mien, au revoir monsieur. Et ça n'a pas duré jusqu'en décembre, mais pendant plusieurs semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va livrer tous les jours notre franchisé en voiture de nuit de Strasbourg. C'est notre premier franchisé. Il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. You got to do what you got to do. Exact. Ok. Et donc, l'histoire de la franchise... Il en est conscient? Il le sait? Oui, il en est conscient. C'est un bon ami. Alors, entre-temps, on lui a racheté son restaurant qui est devenu une succursale à nous, qui existe toujours, 13 rue des Pyramides, à Paris, petit coup de pub. Et donc, l'histoire de la franchise démarre comme ça. Et cette vitrine parisienne va déclencher beaucoup de demandes, et c'est comme ça que l'histoire va démarrer. Là, on est en 2012, donc. Ouais. Aujourd'hui... c'est 88... 92. 92. Ah, le site n'est pas à jour. Enfin, le LinkedIn n'est pas à jour. Non, mais on en ouvre tous les jours, puisque maintenant, on a l'Inde. Alors, avec l'Inde, on ne sait pas ce qui se passe. Tu es l'homme qui fait manger des bagels aux Indiens. Ouais. C'est génial. Ça, c'est drôle. Va falloir que tu nous expliques. Attends, juste avant. Ouais. Quelques chiffres. Si on prend Begelstein aujourd'hui, c'est combien de personnes sur la partie support, fabrication, combien de franchisés, combien de propres? On a 4 restaurants à nous. D'accord. Pour les 88 en franchise. D'accord. Nos 4, il y a 2 restaurants à nous à Paris, un à Lyon et un à Strasbourg. Pourquoi ces 4-là? C'est historique. On a la vie d'entrepreneur, c'est fait de hauts et de bas, et on a eu des hauts et on a eu des bas, et on a eu des très bas, puisque à un moment donné, on a fait 2 levées de fonds. Et dans la deuxième levée de fonds, nos investisseurs nous ont recommandé d'arrêter. On est en 2017-18. Nos investisseurs nous ont recommandé, ils étaient minoritaires, donc on aurait pu ne pas les écouter, mais on les a écoutés, de ne plus nous développer en franchise parce que c'était trop immatériel à l'actif de nos bilans. Et ils voulaient quelque chose d'un peu plus substantiel. Et ils nous ont dit, maintenant vous avez du cash puisque vous avez levé des fonds, vous pouvez vous développer en succursale. Et on l'a fait vite, et probablement mal, puisqu'on est passé en quelques mois de 3 à 24 restaurants en succursale, de 50 à 400 salariés. Bon. Beaucoup trop vite, pas assez bien géré, pas structuré, pas processé, et ça a été une catastrophe, puisque nous avons cramé notre cash pour cramer du cash. Et aujourd'hui, on est redescendu à 4, donc on a fait 3, 24, 4. Ouais. Ça, c'est la vie de nos succursales, mais ça fait partie de notre courbe d'apprentissage. Nos investisseurs, à ce moment-là, ça aurait pu nous coûter la boîte, mais ils ont cru en nous, en Gilles et moi, et ils nous ont aidés à passer ce cap, juste pré-Covid. En plus, donc arrive le Covid, et nous, le Covid, ça a été extraordinaire parce qu'on s'est réinventé dans plein de domaines. On a, par exemple, nos clients nous réclamaient des frites avec les bagels. Et nous, on a un des facteurs clés de succès de Begelstein, c'est qu'on n'a pas besoin d'extraction dans nos restaurants. Parce que nous avons, et c'est le postulat de départ, nous avons une cuisine centrale dans laquelle on fabrique tout et qu'on va livrer tous les jours les produits nécessaires à l'exploitation d'un restaurant Begelstein. Donc, on va lui livrer des bagels qui sont cuits, des cookies, des cheesecakes, des crumbles, des muffins, mais on va aussi lui livrer du poulet, du saumon, tomates, salade, et tout est prêt. Les tomates sont tranchées, le poulet est émincé, la salade est en lanière, tout est prêt. Et il est relivré le lendemain. Donc, il n'a pas de stock, il n'a pas besoin d'espace de stockage, il n'a pas besoin de chambre froide, il n'a pas besoin de congélateur, il n'a pas besoin d'extraction puisqu'il ne cuit rien. Donc, c'est un des facteurs clés de succès. Sauf que les clients nous réclament des frites et on n'a pas d'extraction. Donc, pas de hot, si vous voulez. Ouais. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est des air fry. Sauf que c'est pas bon. Enfin, c'est en tout cas pas suffisamment bon pour être comparé à un McDo, un Burger King ou aux géants qui ont dicté le référentiel.
Mais on va trouver des références espagnoles et italiennes de machines étanches, sans odeur, sans fumée, émanation. sans rien, et pas besoin d'extraction. Ouais. Et on va lancer la frite qui va être game changer pour nous. Et ça a été un aspect du Covid. Mais il y en a eu plein d'autres. Donc, le Covid a été vraiment un tournant chez nous. Ouais, parce que ça a dû être très très long aussi, le chômage technique, tout ça, pour les équipes. C'était compliqué. Vous gardiez la livraison, j'imagine, avec les Deliveroo et tout ça, mais quand même, le chiffre a dû être... et surtout que la marge des ventes faites par Deliveroo Uber Eats n'a rien à voir avec la marge de vente en direct, du pied de porte. Alors, pardon, est-ce que je t'ai coupé quand tu nous expliquais les chiffres d'aujourd'hui? Oui. Donc, on est une trentaine de personnes support au siège. Donc, support, c'est évidemment les fonctions type RH, compta, légal, mais c'est aussi l'animation réseau avec une équipe qui est l'interface entre le réseau de franchisés et la marque, qui sont à la fois les meilleurs amis de nos franchisés pour les aider à se développer commercialement, à faire profiter les best practices entre les franchisés, mais aussi valider que la marque est respectée chez chacun, parce qu'on a un réseau de franchise et que chacun porte la marque. Ouais. Je dis souvent que, j'oublierai pas les chiffres, je dis souvent que avec Gilles, on a créé Begelstein. Moi, en ce qui me concerne, j'ai 2 choses dans ma vie, c'est ma femme et mes enfants, et la marque que j'ai créée. Je vais confier ma femme et mes enfants à personne, mais je vais confier ma marque, mon bébé, à quelqu'un que je connais pas. C'est vertigineux quand on y pense. Et donc, j'ai besoin de cette équipe d'animation réseau qui va aussi être le lien entre la marque et le réseau de franchisés. Mais on a aussi une grosse équipe communication marketing. On a une grosse équipe R&D parce que comme on fabrique tout nous-mêmes, ça nous donne cette flexibilité de pouvoir faire de nouveaux produits. Et ça a été complètement game changer en 2024. Puisqu'en 2023, je tombe sur le premier menu board du 4 janvier 2011, premier jour ouverture du premier Begelstein à Strasbourg, et je découvre que 12 ans après, c'est exactement les mêmes recettes à la virgule près. D'accord. Les 9 mêmes recettes, sauf que ce qui coûte aujourd'hui 7,50 coûtait 3,80 à l'époque, pour exactement la même chose. Et je me dis jusqu'à quand un client peut accepter l'élasticité d'un produit. Moi, je suis responsable de mon réseau. Je dois anticiper des choses. Et on va travailler avec toute mon équipe. On a fait un travail colossal. Et on va repenser l'offre de bagels chez Begelstein. On va prendre les 9 recettes sur lesquelles on a construit le succès de la marque et on va le réduire à 4. Ce qui est extrêmement complexe, de supprimer des recettes qui ont très bien fonctionné. Risque. C'est un gros risque. Parce que tu vas forcément avoir des clients, des habitués d'une recette qui vont dire il est où mon bagel? Mais avant ça, j'ai les franchisés. Ah oui. Le franchisé de Clermont-Ferrand qui va venir en me disant attends Thierry, t'as supprimé la recette au thon, mais à Clermont-Ferrand, c'est la recette qu'il préfère. Non, c'est pas la recette qu'il préfère. Regarde, ça faisait 1,8% de tes ventes. Ah. Ok, mais ma femme, c'est celui qu'elle préfère. Ok, on dit il y a de l'affect. Voilà, on parle plus de la même chose. Donc, on va supprimer des recettes, on va garder les 4. Et on va adjoindre 2 gammes. Une gamme easy, qui va être une entrée de gamme, avec un bagel un peu plus petit, ultra qualitatif. On va avoir des œufs brouillés avec du bacon de dinde et du cheddar. On va avoir du poulet thaïlandais avec des herbes fraîches. Donc, c'est quali. Mais moins cher, on démarre à 3,50 et 4, entre 3,50 et 4. Ce qui fait que tu as envie d'en prendre 2 finalement. Absolument. Ou un petit plus un grand. Et on va développer une gamme premium qui s'appelle Signature chez nous, avec nouvelle révolution, des bagels chauds. C'est-à-dire que le bagel, classiquement, il est toasté, donc le pain est toasté, mais l'intérieur, la garniture est froide. Le saumon fumé, il est froid, parce que le saumon fumé chaud, c'est dégueulasse. Mais là, on va travailler sur des recettes chaudes. On va avoir de l'émincé de bœuf avec du cheddar fondu et des oignons crispy. On va avoir du fried chicken avec du cheddar aussi, du coleslaw. On va avoir du cabillaud pané avec de la sauce tartare et des herbes fraîches. Et on va venir empiéter sur le marché du burger sans faire de burger. J'ai pas de recette avec du steak haché. Et on va avoir une nouvelle dimension de gamme qui va nous permettre de franchir un cap où les années 2020
2024-2025 sont un peu plus compliqués en restauration rapide. Ça va nous permettre de tirer notre épingle du jeu. Et c'est le cas pour tout le monde, de toute façon. Tout à fait. Vous avez une personne en charge de la stratégie? Alors, c'est Gilles et moi. Oui, ça reste vous. Ça reste nous. Ça reste vous. Mais on a un COMEX sur lequel on s'appuie. C'est-à-dire que tous les mardis matins, on a une réunion des cadres du groupe et on les implique grandement dans la stratégie. Ils vont manger régulièrement dans une des franchises. Ouais. Ma question initiale, c'était comment est-ce que vous vous organisez pour arriver, plus ça grossit et l'intérêt, c'est que ça continue de se développer, mais pour se dire, on reste à l'écoute du marché, on garde notre esprit culotté et en même temps, on va chercher de nouveaux débouchés. C'est quoi? C'est le dimanche avec Gilles en repas de famille? Non, c'est les. D'abord, nos équipes sont formées pour ça. Et quand tu me disais pourquoi le food, mais parce que naturellement, je vais aller voir sur Insta ce qui se passe. Je vais aller. Et Gilles, encore plus que moi, je vais aller au fond du 15e parce qu'on nous a dit qu'il y avait des flancs de dingue et que c'est sympa de voir cette recette. Donc, on le fait de toute façon naturellement. Nos équipes aussi, ce qui fait qu'il y a une concentration d'expériences qui sont mises au service de la marque. Ça, c'est une chose. Après, on est des acteurs assez incontournables en France du panorama de la restauration française. Donc, moi, je partage beaucoup avec mes pairs. Et on sait très bien que si on stagne, on meurt. Ouais. Donc, on est en train d'anticiper en permanence. Aujourd'hui, souvent, on me demande, c'est quoi vos principaux concurrents? Le top 3 de mes concurrents, numéro 3, Monoprix, Carrefour City, Auchan. Pick and Choose et je m'en vais, quoi. Ouais, parce qu'ils ont développé une gamme de Pick and Choose qui est très agressive, pas cher. Exactement. Et où on va de toute façon acheter, faire ses courses pour le reste, c'est très simple. Numéro 2, la boulangerie du coin, qui est quali, pas cher, on sait, pas cher encore, ça dépend, mais ou qui a un référentiel dans lequel on va facilement. Numéro 1, Tupperware. Ça, c'est depuis Covid, c'est tous les gens qui ramènent leur gamelle. On n'avait pas ça avant. C'est vrai. Ça s'invente pas. Et donc, à nous de composer, à nous de travailler l'offre. Là, on avait encore hier, aujourd'hui, 2 journées de testing que nous ont fait nos équipes R&D sur lesquelles on a travaillé avec des nouvelles recettes, des nouveaux desserts. On se réinvente en permanence. C'est la flexibilité du fait d'avoir un outil de production comme on l'a nous qui est différenciant. Tu leur proposes demain, rapportez votre Tupperware ou faire 1 € de moins sur votre menu, on vous le met dedans. Tu vas faire des menus enfants. Ouais, ça en fait beaucoup. On vient d'être, on fait une grosse opération. Comme là, on était partenaire de Paramount pour le lancement de Bob l'éponge. D'accord. Donc on avait des menus Bob l'éponge qui ont cartonné. Avec l'œuf. J'ai encore plein de questions. L'Inde. Alors, il y a 7 ans, il y a un monsieur qui est venu me voir au centre de la franchise sur mon stand en me disant, voilà, je suis allé dans beaucoup de restaurants Begelstein, j'adore ce que vous faites, j'introduis des marques étrangères en Inde, je veux vous mettre en Inde. Et je lui dis, c'est très très sympathique, mais je vais pas aller. À l'époque, on avait un de nos investisseurs au capital qui connaissait bien le monde de l'export et qui disait, mais combien de bagels tu dois vendre en Inde pour payer le billet d'avion pour pouvoir venir au procès que tu vas leur faire parce qu'ils font mal ton concept là-bas. Et donc, on très disait pragmatique non. Comme approche. On a dit non. Et puis, chaque année, avec ce monsieur revenait me voir, on a développé de forts liens. Et puis, en 2024, on avait upgradé aussi nos process. Il y avait beaucoup plus de choses chez nous traduites en anglais, puisqu'on avait beaucoup de demandes internationales. Et on s'est dit, banco. Et donc, on signe en 2024 un contrat de master franchise sur l'exploitation de la marque en Inde, avec un plan de développement assez ambitieux. Et puis, il ne se passe rien, jusqu'en novembre 2024, où ce monsieur m'appelle en disant, il y a le salon de la franchise à Mumbai, fin du mois, si tu veux, tu peux venir. Et donc, je pars avec Gilles, et on arrive à Mumbai. Moi, je connaissais pas l'Inde du tout. Tu sais pas à quoi t'attendre, enfin. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le premier contact est assez saisissant. On sort de l'aéroport,
On monte dans le taxi monte sur la bretelle d'autoroute pour l'autoroute qui va t'amener vers la ville. Et au moment où il rentre sur l'autoroute, ta vie change. C'est-à-dire que tu es à 120 sur l'autoroute, il y a des gosses qui jouent, il y a une vache qui est arrêtée, il y a un vélo en sens inverse, il y a un mec avec une carriole où il y a 3 mètres de haut de casserole. Et personne se touche et tu dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? C'est Mario Kart géant. Et c'était notre premier contact avec l'Inde. Et donc, on va arriver là-bas et je comprends mieux comment marche notre partenaire qui, en fait, travaille avec des marques du monde entier dont il signe des contrats de master franchise. Et lui ne va pas ouvrir ou exploiter. Il va recruter des sous-franchisés qui vont exploiter la marque. Et il a des burgers californiens, des pizzas londoniennes, des smoothies australiens, Begelstein et d'autres. Et il a une bonne trentaine de marques comme ça. Et donc, je découvre qu'au salon de la franchise à Mumbai, ce monsieur, il a 30 stands. Ouais, c'est ça. Dont un stand Begelstein, sur lequel il y a 5 personnes qui sont là et qui n'ont jamais vu un Begelstein, qui n'ont jamais goûté un bagel, et qui vont vendre à des sous-franchisés et signer des contrats de franchise. T'as l'étoile, là. Y a pas de... Et ça marche très bien, puisque quelques temps après, on nous annonce que le premier franchisé qui a signé son contrat a signé son bail, et qu'on va ouvrir dans une ville que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Hyderabad, et on va ouvrir à Hyderabad le premier restaurant indien. Alors, Hyderabad, on ne connaît pas. Puis en se renseignant, on découvre juste qu'il y a 11 millions et demi d'habitants, donc un peu plus que Paris. Et sauf que qu'est-ce qu'on va mettre comme bagel ? Je peux pas importer mes bagels de France, parce c'est compliqué, c'est cher. Il y a des taxes à l'importation qui sont très élevées. Et donc, il faut qu'on crée une supply chain locale. Et on va trouver des fabricants, donc des boulangeries industrielles. Alors, c'est extrêmement drôle parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent. J'arrive là-bas, ils me voient arriver tous, ils mettent une charlotte. Tout d'un coup, on a dû lui dire, il y a l'Européen qui vient, il faut mettre les charlottes. Ils avaient loué un pédiluve pour désinfecter les semelles des chaussures avant de rentrer dans l'usine. Chose qu'on n'a même pas ici. Ils n'arrivaient pas à le faire marcher. Ils sont 14 dessus à essayer de le mettre en marche. On dit, ça va, on peut faire sans. Et ça avait d'autant moins de sens que je rentre dans l'usine. Pédiluve pour désinfecter les semelles des chaussures. Mais sur les plans de travail, il y a des poules, des chats et des chiens. Donc, c'est le contraste est assez drôle. Bon, on n'a pas travaillé avec celui-là, je rassure nos clients indiens. Si vous avez mangé chez Begelstein en Inde. Ça vient pas de là. Et oui, après Bangalore, c'est la Silicon Valley locale. Donc... Ouais, alors on a ouvert, ça a été un peu plus long que prévu, mais on a ouvert le premier à Hyderabad été 2025. Et là, on vient de signer le 7e. Donc, ça allait beaucoup plus vite. Dont à Bangalore. Donc ça s'accélère, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? D'abord, d'avoir un réseau de franchisés fort. Moi, je n'existe que parce que je suis franchiseur. Et un franchiseur n'est sain que si ses franchisés le sont. Mes franchisés, ce sont des entrepreneurs. Ils ont pris des risques. Ils ont choisi de s'adosser à une marque et de nous faire confiance. C'est une responsabilité que je porte et qui est importante. Et mon premier souhait, c'est de continuer à avoir des franchisés sains et qui se développent. Le deuxième, c'est de continuer à voir rayonner ma marque. Arriver en Inde et de voir un restaurant Begelstein, j'ai des frissons. Et là, un petit scoop, on vient de signer, c'est encore lunaire, on vient de signer la Mongolie. On va ouvrir à Ulaanbaatar. Wow. Et il y a des contacts avec plein d'autres pays. Et oui, pour Gilles et moi, faire rayonner la marque dans le monde entier, c'est un beau souhait. Surtout des pays où d'autres ne sont pas allés. Pas forcément. Donc, toujours cet esprit entrepreneurial. Je reviens sur toute ton expérience professionnelle. Comment tu fais aujourd'hui pour... quels sont les plaisirs que tu t'autorises personnellement ? Est-ce que c'est de dire j'arrive à 10h ou je viens pas au bureau ? Non. Alors, Gilles est comme moi, on n'a pas le même mode de fonctionnement, mais on est tous les deux des bosseurs et on est sur nos écrans ou à disposition. Un entrepreneur qui dirige sa boîte,
il est la dernière solution de tous les problèmes de sa boîte. Et c'est pas toujours simple parce que quand ça arrive chez nous, c'est qu'il y a déjà d'autres solutions qui ont été épuisées et qui n'ont pas été successful. Donc c'est pas simple. Après, ça dépend aussi des équipes qu'on a mises en place. Et non, on s'autorise pas grand-chose. On est tellement passionné par le bébé qu'on a créé que ce qu'on s'autorise, c'est à faire en sorte d'être des exemples et des émulateurs pour nos équipes. Tu as eu tous les hauts, les bas, tu as tout connu, et finalement, maintenant que la croissance est là, la reconnaissance est là, tu lâches rien. Tu continues quand même. Ah non, mais d'abord parce que c'est un métier qui est difficile. La restauration rapide en France, c'est complexe. On travaille beaucoup malgré plutôt que grâce à. On a un environnement politique et législatif qui est très complexe. Alors, il y a une dimension RSE qui est forcément vient et qui est fondamentale. Mais après, il y a des obligations qui sont difficilement tenables. Donc, le contexte est difficile. Et puis, il faut pas oublier que c'est un métier qui est extrêmement peu réglementé. En fait, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Si demain, tu veux ouvrir un salon de coiffure, tu ne peux pas. Il faut que tu aies un CAP. Si demain, tu vas aller vendre des madeleines sur un marché, tu ne peux pas. Il te faut un CAP de pâtisserie. D'accord. Demain, tu veux ouvrir un restaurant de 400 places, tu n'as aucun problème. Or, on va avoir, et surtout en ce moment, on va avoir des cadres supérieurs qui ont la quarantaine, qui travaillent dans les tours à la Défense et il y a une restructuration, ils partent avec un chèque, ils se disent « Qu'est-ce que je veux faire ? Moi, j'en ai marre, je vais être mon propre patron. » Mais attends, Jean-Michel, qu'est-ce que t'as ? C'est évident ce que tu fais. Ta tarte aux pommes, elle est incroyable. Ah bon, tu crois ? Il faut que tu fasses un truc. Et le mec, il va lancer tarte aux pommes Stein. Ça va durer 6 mois parce que c'est un métier. Appelstein. Ou Appelstein. C'est encore mieux. Et sauf qu'il va prendre des parts de marché à des gens. Et il y en a beaucoup des Appelstein. Et donc, c'est un marché assez complexe. Donc, qui dit marché complexe dit beaucoup de travail, beaucoup d'anticipation. Et encore une fois, Gilles et moi ne saurions rien sans nos équipes. Ouais. On passe à la deuxième partie qui s'appelle Speed Questionnaire. Donc, je te fais des propositions et tu me dis ce qui te parle le plus. Par exemple, café, thé, chocolat. Café. Beaucoup ? Ouais, quand même. Je dois boire 4 ou 5 cafés. Jamais unique. En fait, j'adore le café. Et pour tout dire, j'ai longtemps voulu recréer l'odeur du café torréfié en restaurant. Parce que rentrer chez un torréfacteur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le café, il se passe quelque chose de dingue. Je n'ai jamais réussi à recréer artificiellement. Il y a beaucoup de choses qui se font artificiellement de recréation d'odeur, mais pas le café torréfié. Le café, j'ai aucune addiction. C'est-à-dire qu'on me dit t'arrêtes d'en boire, j'ai pas de problème. Mais j'aime bien la dimension sociale autour du café, la dimension break autour du café, de dire je vais faire un break, je vais me chercher un café. C'est plus pour ça. La plupart du temps, je prends des cafés allongés que je termine pas. C'est juste pour le fait d'aller le chercher. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit il faut se calmer, je vais prendre plus de thé. Sauf que le thé, il faut le préparer, ça me saoule. Donc, voilà. C'est pas la dosette. Matin, midi, soir. Les 3. Ouais, c'est pourquoi pas la nuit. La nuit, c'est un peu. Non, moi je suis matinal. Je suis très matin. Tu te réveilles la nuit ? Je dors pas beaucoup déjà. Ouais. Et puis je me réveille tôt. Ça a toujours été ? Ouais, ça fait longtemps en tout cas. Depuis Price ou... Ouais. Non, je suis un bosseur, mais je suis plutôt couche-tôt et lève-tôt. D'accord. Et puis, je viens de Strasbourg tôt le matin. Moi, j'arrive au bureau, il est 8h30. J'ai fait 500 km déjà. Et j'arrive avant tout le monde. Et, ouais, je suis matin. Saumon, pastrami, autre ? Je suis plus pastrami que saumon. Mais je suis plus poulet que pastrami. C'est lequel ton bagel préféré ? Le fried chicken, il est assez top. Hein. Il est gourmand, il est régressif. Il se passe quelque chose avec le cheddar fondu, le coleslaw, qui va nous donner juste un peu bonne conscience parce qu'il y a des légumes. C'est très chouette. Ville, campagne, montagne ? Ville. Je suis un urbain absolument. Après,
je commence à avoir de plus en plus de mal avec les bruits de la ville. C'est peut-être parce que j'y vieillis, mais j'en ai marre de pas pouvoir finir une conversation au téléphone quand je marche dans la rue, tellement je t'entends plus. Les scooters, Ouais. Mais tes vacances, tu trouves des villes où tu arrives à... Ouais, non, j'aime bien aussi les villes découvrir. Pourtant, j'adore la montagne, mais j'y vais pas très souvent. Je suis plus montagne que mer, mais je suis le seul chez moi à être plus montagne que mer. Et pas plus d'une semaine. Ah non. Printemps, été, automne, hiver. Waouh. Ouais, franchement, j'aime les quatre, j'adore. J'habite Strasbourg. Il y a une dimension automnale qui est extraordinaire parce qu'il y a les vignes, il y a le vin nouveau, il y a les noix. J'aime bien le côté, j'en ai pas, mais le côté feu de cheminée, marché de Noël à Strasbourg, le printemps avec son renouveau. J'aime de moins en moins l'été. Il fait trop chaud. Ouais, à Strasbourg. Lecture, cinéma, musique? Alors les trois, mais je fais beaucoup de musique. Oui, toujours. Hein. Aujourd'hui, tu as toujours ta guitare dans le salon. J'ai toujours mon groupe. Ah ouais, j'ai toujours la guitare dans le salon. Ouais. Il y a moins de concerts. Il y a moins de concerts, ouais. Il y a moins de concerts. Mais il y a encore beaucoup de répètes. On joue beaucoup. On joue pas tous les dimanches, mais pas loin. Ah oui, donc il y a le rituel du dimanche où papa va avec son groupe. Ok. Ouais. Ça aussi, ils ont dû te connaître au travers des années, au travers de toutes les épreuves, quoi. Donc, t'as un vrai groupe soudé. Ouais. Paris, Strasbourg, autre. Ah, Strasbourg, c'est ma ville natale. Je suis avec les petits gâteaux de Noël faits par ma femme qui les fait divinement bien dans ma boîte alsacienne, donc Strasbourg. Allez, une dernière. Paris Saint-Germain, RC Strasbourg, autre. Autre. J'ai vécu trop de choses au RC Strasbourg pour avoir gardé la flamme. J'aime pas le PSG, mais j'aime pas l'OM non plus. RC Lens. Ouais. Alors, clin d'œil à Michel Etor, qui a été l'entraîneur des Gardiens de Strasbourg et qui est un homme exceptionnel et qui est du coin là-bas. RC Lens, belle valeur. Il m'a fait découvrir ce stade. C'est pour ça que je parle de lui. T'as quoi comme hobby? La guitare? La guitare, le sport. J'ai couru 18 marathons. Ah oui, effectivement. Ça se voit pas toujours. Et le marathon, c'est du mental plus que du cardio. Merci de souligner. C'est pire que ça. Ça a été aussi game changer. C'est la schizophrénie qui naît pendant le marathon, où il y a mon cerveau reptilien qui me dit mais attends, mais qu'est-ce que t'as là? T'as mal? Pourquoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de te prouver? Tu joues à quoi? Et il y a mon cerveau biologique qui dit attends, t'es venu pour faire un temps, ça fait 4 mois que tu t'entraînes, que tu bouffes rien, que tu te lèves à 3h du mat pour aller courir. Toi, cerveau reptilien, tu fermes ta gueule. C'est maintenant ou jamais. Exactement. Et cette dualité, elle m'a aussi beaucoup appris dans ma vie d'entrepreneur, parce que par définition, un entrepreneur, ça prend des risques. Mais quand on prend des risques, on a un cerveau reptilien qui va dire bop. Et c'est pas plus mal, hein, je dis pas qu'il le faut pas. Mais il y a des moments où il faut lui dire ferme ta gueule. Le cerveau reptilien, il est là pour t'empêcher de te prendre le bus. Hein. Exactement. Mais quand t'es en sécurité, a priori. Mais le fait de pouvoir dire à mon cerveau reptilien tais-toi, je l'ai appris aussi pendant le marathon. Donc, résilience. C'est un gros hobby. Et 3 dernières questions. As-tu une recommandation de lecture, podcast ou une news de littérature? Podcast. Le podcast des légendes. C'est un podcast sur les joueurs de foot qui ont eu au moins une sélection en équipe de France. D'accord. Et qui est fait par un mec exceptionnel qui s'appelle Michel Wertenschlag. Et vous avez des anecdotes sur les joueurs de foot, donc ceux qui ont bercé mon enfance, avec des anecdotes de dingo. C'est vraiment très, très chouette. Le podcast des légendes. Ouais. Okay. Est-ce que tu as un ami ou une connaissance que tu me recommanderais d'inviter dans le podcast? Clément Sornin. Qui a monté une boîte extraordinaire, qui fait de la location de maison et qui a une aventure entrepreneuriale qui vaut le détour. All right. Et dernière question, si on souhaite te contacter, quelle est la meilleure manière de s'y prendre? Thierry@begelstein.com. Bah voilà. Un grand merci Thierry et bravo, et tout ce qu'on te souhaite, c'est que ça continue sur la... Merci pour ce podcast très sympa. Merci. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu.
Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.